Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que moi, après mes deux dernières vidéos qui m'ont demandé un énorme boulot de montage, d'écriture et de tournage, je suis un petit peu vidée. Vous pouvez d'ailleurs les regarder ici si ça vous intéresse. Du coup, j'avais envie aujourd'hui de vous retrouver dans un format beaucoup plus relax, à la cool, voilà, et de vous faire une petite FAQ tranquille. Une FAQ tout simplement parce que ce mois de juillet, ça fait officiellement un an que j'ai repris ma chaîne YouTube après quasiment 2 ans d'absence. Juste une petite précision, il y a énormément de personnes qui m'ont posé des questions qui tiennent elles-mêmes des chaînes YouTube ou bien qui sont des photographes, des artistes, des choses comme ça, donc je vous mettrai à chaque fois dans la barre d'infos les liens vers les réseaux pour pouvoir les suivre. Et je vais vous mettre aussi dans un petit bandeau en bas de la vidéo un petit peu le descriptif de ce qu'ils font pour vous donner une idée et j'espère vous donner envie de découvrir un petit peu plus de contenu, sait-on jamais. Salut tout le monde, je fais juste une petite update très rapide dans mon niveau du montage de la vidéo. En fait j'ai pas pu rajouter les titres, les bandeaux que je voulais en bas de la vidéo parce que sinon l'exportation plante et lors du montage je peux pas. Donc je vous fais cette petite update très rapide juste pour vous dire que toutes les infos vont se trouver en barre d'infos, donc je suis désolée, la vidéo va être un petit peu plus pauvre en termes de montage que ce que je pensais. Alors nous avons tout d'abord des questions de TheDate29 qui demande c'est quand qu'on boit une bière ou autre, bien évidemment ça peut même être du jus de goyave sur Toulouse, mais sinon je me demandais concernant ton engagement politique et militant sur beaucoup de sujets, est-ce que ça a un impact dans ta vie? Et une dernière question, la plus douloureuse, quel est donc ce film de Bong Joon-ho que tu ne portes pas dans ton cœur? Alors pour répondre à ta première question, moi je suis un petit peu plus jus de papaye, tu vois. Oui, je repompe complètement le vieux sketch de Foresti. Mais sinon franchement pour répondre sérieusement, bah grave, c'est quand tu veux. D'ailleurs si jamais vous me croisez dans les cinémas, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir me voir, j'en profite pour le dire. Ne vous vexez pas si jamais vous me reconnaissez et que moi je ne vous reconnais pas parce que je ne suis pas du tout physionomiste. Mais alors vraiment pas. Du coup la question sur l'engagement politique, militant, sur l'impact que ça a dans ma vie, sur mon rapport aux autres, je trouve cette question super intéressante en fait. Faut savoir que du coup mon engagement politique de manière générale, il vient quand même d'un assez gros passif familial. Ça a pas été un déclic qui m'a été donné à un moment, mais ça a été quelque chose vraiment dans ma construction naturelle parce que dans la famille on baigne plus ou moins dans l'engagement politique depuis toujours. Par contre c'est vrai que je me suis construite une culture militante au fur et à mesure de plus en plus importante. Ça a commencé surtout à partir du lycée où j'ai commencé vraiment à me détacher des enseignements de mes parents pour commencer à découvrir des choses par moi-même. C'est là notamment que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les questions féministes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes engagements féministes, j'ai découvert ce qui est pour moi l'engagement que je trouve être le plus global, c'est-à-dire le féminisme inclusif où on prend en compte à la fois les différents vécus, les différentes oppressions de chaque classe sociale. Donc si tu veux vraiment ça a été une progression, il n'y a pas eu vraiment un moment, un déclic, une découverte précise. Et d'ailleurs je continue tous les jours à apprendre, je continue tous les jours à évoluer, à échanger et je pense que l'engagement que j'ai maintenant sera différent de l'engagement que je vais avoir dans 10 ans. Ça a été pour moi un vecteur de rencontre, un vecteur de partage. J'avais tendance à être une adolescente très fixée sur mes positions, très jugeante, parfois avec un regard assez condescendant sur les choses. J'avais un peu tendance par exemple à ne pas comprendre les différents parcours de vie d'une personne si jamais elle ne faisait pas les choix que moi j'estimais être les bons. Et maintenant grâce justement au féminisme inclusif et en prenant en compte les différentes oppressions et les différents contextes dans lesquels les gens évoluent, justement je trouve que ça me permet d'être beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus humaniste en fait, dans un sens très global, beaucoup plus voilà, beaucoup plus empathique. Après dans la vie de tous les jours il y a quand même des choses que j'essaie d'appliquer, notamment parce que comme tu le dis je suis quelqu'un, en tout cas je me considère comme militant, donc par exemple je m'engage pour faire de la pédagogie sur certains sujets, en particulier le sujet de la lutte contre la grossophobie qui est quelque chose qui me concerne parce que ça se voit peut-être pas forcément quand je suis cadrée comme ça, mais je suis quelqu'un qui est gros. Je suis aussi atteinte de maladies qui sont invisibles et qui sont des maladies chroniques, donc je suis aussi vachement engagée pour la lutte contre le validisme, tout ça. Donc mon militantisme passe avant tout par faire de la pédagogie, essayer de créer des vidéos sur le sujet, essayer de créer du contenu, essayer vraiment de débattre, de créer des articles, je suis aussi modératrice d'un groupe sur le sujet, donc par exemple voilà ça c'est vraiment l'engagement que j'ai. Je suis aussi quelqu'un, j'essaye au maximum de mon énergie d'aller en manifestation. Par exemple les manifestations gilets jaunes, j'ai pas énormément suivi parce que ma santé à ce moment-là n'était pas top, donc j'y suis allée je crois uniquement 3 ou 4 fois sur toutes les manifestations gilets jaunes, mais j'avais été très engagée dans le mouvement Nuit debout. Et là à la rentrée j'ai trouvé une association qui lutte contre la grossophobie sur Toulouse, donc qui organise des événements, des colloques, qui crée un fanzine et tout, et j'ai très envie d'en faire partie. L'autre chose aussi sur laquelle j'essaye vraiment de militer, c'est d'essayer d'avoir une vie qui colle au plus près de mes valeurs, c'est-à-dire j'essaye de consommer au maximum comme je le peux au plus près de mes valeurs,
au plus près de ce que je considère comme étant éthique. J'essaye aussi au maximum de mes capacités, notamment mes capacités financières qui sont extrêmement restreintes, mais j'essaye par exemple de faire des dons financiers à des personnes qui sont dans le besoin, j'essaye de participer à des cagnottes. Par exemple la cagnotte qui avait été mise en ligne pendant le confinement sur les travailleurs et travailleuses du sexe où j'avais participé, enfin ce genre de choses. Donc j'essaye aussi de me servir de ma relative visibilité qui est encore très petite mais sur les réseaux sociaux pour essayer de relayer ce genre de choses. Je pense aussi que là où le militantisme a changé beaucoup de choses, en particulier le féminisme, c'est sur mon rapport on va dire au sexe et à l'érotisme de manière générale. Je boycotte les grosses plateformes type Pornhub et compagnie, j'essaye vraiment de m'intéresser à des comptes personnels de travailleurs et de travailleuses du sexe, j'essaye de participer à des Patreon ou des OnlyFans, essayer de continuer à apprécier cet érotisme et cette pornographie que j'aime, qui est quelque chose que vraiment j'apprécie et que je revendique apprécier, mais essayer de le faire de manière éthique. Et en général on sait très bien que de toute façon quand quelque chose est gratuit sur internet c'est que ça cache quelque chose et moi j'ai pas envie d'encourager un porno sale quoi. Franchement moi je vis très bien mon engagement politique. Bizarrement c'est plus des personnes qui ne refusent de me parler à cause de ça en fait. Il y a beaucoup de personnes, soit des anciens camarades de classe, ce genre de choses, qui disent ouais tu as changé, maintenant t'es une sale connasse de féministe et tout, alors qu'en fait dès la 3e je me baladais avec le manifeste du parti communiste de Marx sous la main, et je me rappelle très bien que je faisais chier tout le monde, j'avais tout le temps mon bouquin à la main, je citais le bouquin. C'est juste qu'en fait le terme féminisme ça fait peur comme engagement politique. Quand tu dis que tu fais partie d'un parti quelconque, en général les gens ça va, ils s'en accommodent, mais c'est le terme féminisme qui fait peur. Et ouais, de manière générale c'est aussi l'image que ça donne sur les réseaux sociaux quoi. Je me rends bien compte qu'il y a des gens qui me bloquent ou qui viennent me troller ou qui viennent m'insulter ou qui viennent me faire chier à cause de ça, alors que vraiment ça fait juste partie d'un engagement politique parmi d'autres. C'est plus ça mon souci en fait, mais sinon j'ai aucun mal à vivre mon militantisme au quotidien, et au contraire parce que ce sont des choses voilà, avec lesquelles je me sens en accord, avec lesquelles je me sens bien. Je suis désolée, je crois que tu voulais une réponse courte sur le sujet, ça fait déjà 20 minutes que je blablate, donc on verra au montage ce que je coupe et ce que je coupe pas. J'espère t'avoir répondu en tout cas le plus globalement possible. Et enfin par rapport au film de Bong Joon-ho, je sais très bien que tu voudrais que je fasse mon coming out sur le sujet, donc je vais le faire. Il s'agit, en fait j'en ai deux sur lesquels je suis un peu mitigée. Il s'agit dans un premier temps de Okja. Okja pourquoi? Parce que je trouve que vu que le but est de dénoncer les conditions de vie des animaux dans les abattoirs et dans les élevages industriels, je trouve que passer par une créature en 3D, je trouve que c'est complètement contre-productif comme message. Parce que là, en fait, le fait que ce soit de l'image de synthèse, pour moi, et surtout que ce soit une créature inventée, pour moi ça redéréalise ce qui est une réalité. C'est-à-dire que le message est beaucoup moins impactant parce qu'on se dit ah mais c'est pas grave, c'est juste une créature de fiction, en plus ça se passe dans le futur et tout, donc c'est pas grave, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Alors que si, le film perd énormément en pertinence politique, et c'est un petit peu la même chose que je reproche à Parasite. Oui, je sais, mais c'est un film, quand j'en suis ressortie de la séance, j'étais vraiment très en colère. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Bong Joon-ho, Dieu sait que j'aime ses engagements. Il voulait faire un film sur la lutte des classes et je trouve que c'est totalement raté, et je trouve que au contraire, c'est un film qui se moque constamment des pauvres. Et en plus de ça, au moment où on pourrait avoir une alliance entre personnes pauvres, entre personnes qui vont du coup, qui connaissent la même situation, qui vont pouvoir un petit peu se grouper pour faire face à l'oppresseur et puis pouvoir un petit peu se détacher de leurs conditions sociales, et ben on voit que les pauvres s'entretuent en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment déplorable comme message, parce que je me suis dit tu prends la défense de personne. En fait c'est un film qui est extrêmement misanthrope, là où tu voulais faire un grand message humaniste sur la lutte des classes, essayer de parler des oppressions et tout, en fait tu fais un film au message extrêmement nihiliste et misanthrope, et ça me dérange beaucoup. Dites-vous que ça fait presque 1 an que j'ai dans le tiroir un script au sujet de ce film. J'hésite à le sortir parce que c'est un film et surtout un réalisateur sur lequel je n'ai pas envie de dire du mal. J'ai vraiment pas envie de l'enfoncer, j'ai pas envie de donner du grain à moudre à ses détracteurs. Ça me pose de gros soucis moraux. On verra si je sors un jour cette vidéo ou pas, mais globalement voilà certains de mes arguments qui font que non, Parasite, j'ai pas adhéré. Ensuite nous avons SE qui me demande quels sont tes derniers coups de cœur musicaux. J'ai pas énormément découvert de choses ces derniers temps, en fait comme la journée j'étais très occupée par le montage des vidéos, en général le soir j'avais pas forcément envie de me remettre du bruit par dessus. J'ai surtout redécouvert des choses en fait, donc je me suis refait les 3 albums de Serj Tankian, Imperfect Harmonies, LX the Dead et Harakiri. Ces albums
album. Et ce mec de toute façon c'est un dieu, c'est absolument sublime. J'ai aussi beaucoup réécouté The Wolf Chain qui est mon groupe favori dont je vous parlais dans ma vidéo sur la collection de CD. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit qui sera là ou là, je sais pas trop. Et ouais, je trouve que ce groupe est vraiment exceptionnel et n'est pas aimé assez à sa juste valeur. Donc c'est du pagan black metal pour les personnes qui savent pas. Ils ont fait quelques albums qui étaient un peu plus death mellow, voilà, un petit peu plus classique. Sinon je dis souvent en rigolant qu'en 2019 je n'ai découvert qu'un seul album que j'ai écouté en boucle, mais en fait c'est pas si éloigné de la vérité. Il s'agit du dernier album de Beast in Black, From Hell with Love. C'est du power extrêmement kitsch avec des influences années 80, parfois qui frôlent avec le hard FM. C'est absolument démentiel, je trouve que le chanteur il a une voix exceptionnelle, les riffs sont hyper prenants. C'est un album dont les paroles m'ont énormément accompagnée. L'année dernière a été une période, ça a vraiment été une année très difficile pour moi. Et je pense qu'en cette période de confinement, de stress général, j'avais besoin aussi de me replonger un petit peu dans cet album qui est un album chouchou, un album vraiment réconfort vers lequel je me tourne quand ça va pas. Et en plus de ça, étant donné que je me suis remise au sport aussi pendant le confinement, que j'en fais tous les jours entre 20 et 45 minutes, et ben mine de rien c'est de la musique hyper rythmée aussi qui accompagne hyper bien une séance de sport. Sinon en découverte musicale pure, j'ai vraiment beaucoup aimé le dernier album de Mircourt, Volk 5, qui est du coup un album qui n'est plus pas du tout black metal, c'était une parenthèse qu'elle voulait faire qui est uniquement composée de musique folk qu'elle réinterprète. Cette meuf de toute façon a une voix qui a vraiment l'art de, je sais pas, de toucher mon âme. J'ai vraiment l'impression quand elle chante d'écouter une créature qui n'est pas humaine quoi. Et là elle va piocher dans énormément d'influences, de légendes, de contes et de musique folklorique du monde entier et je trouve ça sublime, avec des superbes arrangements. Il y a vraiment une atmosphère extrêmement mystique. Et sinon j'ai absolument aucun mérite, mais en général comme c'est Antoine qui écoute énormément de groupes toute la journée et que moi en bossant à côté ben j'entends ce qu'il écoute, et un des groupes sur lequel j'ai vraiment flashé qu'il écoute c'est le groupe And Oceans avec le dernier album qui est sorti cette année, Cosmic World Mother. C'est du black sympho absolument sublime. Si jamais vous aimiez Dimmu Borgir avant la sortie de In Sorte Diaboli, vous allez vraiment adorer. C'est je pense ma meilleure découverte et c'est très rare quand il écoute des groupes et que je lui demande vraiment ce que c'est, mais là And Oceans j'ai vraiment craqué. Et sinon hors metal je me suis aussi beaucoup remise à écouter Stromae qui était vraiment un artiste que j'avais adoré quand ses albums étaient sortis. Racine Carrée, ça fait partie un petit peu de mes basiques. Et si jamais vous écoutez Stromae, je ne peux que vous conseiller de regarder ce que fait Alexis. Je trouve que ça ressemble énormément à ce que fait Stromae. C'est aussi de la musique à texte avec des textes qui sont vraiment très bien travaillés. C'est hyper inspiré, c'est hyper mignon, c'est très bien écrit, c'est très bien composé. Et SE me demande aussi comment s'est passé ton confinement. Bah franchement ça va. Vraiment. Déjà parce que en fait ça changeait pas tant que ça mon rythme de vie, vu que je bosse à la maison. J'ai un peu le profil type moi pour qui le confinement était au contraire une aubaine, parce que les événements sociaux, ce genre de trucs, j'ai un peu tendance à y aller à reculons. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ma routine, mon confort, mon quotidien, j'aime bien rester chez moi. Donc moi j'ai plutôt apprécié le confinement. C'est plus tout ce qu'il y avait autour qui m'a stressée, qui continue à me stresser. Donc déjà le virus en soi, moi je suis une personne à risque. Les conditions dans lesquelles les gens vont reprendre le travail, encore une fois moi je suis privilégiée, je suis à mon compte, j'ai mes parents qui m'aident financièrement, donc vraiment il n'y a pas de... Moi j'ai pas de soucis particuliers, mais c'est plus vraiment le contexte dans lequel les choses vont continuer à évoluer, le monde du travail d'après, tout ça, ça me stresse beaucoup et j'arrive pas à savoir si ça va débouler sur des choses positives ou si on va refaire les mêmes conneries en fait, les mêmes erreurs. Moi j'ai un tempérament toujours très positif, donc j'ai très envie de me dire qu'on va apprendre de nos erreurs, qu'on va apprendre de cette période-là pour aller de l'avant. Donc on verra bien. Là je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer, mais déjà quand je vois que les gens ne portent plus de masque, ne font plus du tout attention, ça me terrifie, donc on verra bien. Mais sinon le confinement ça s'est très bien passé, merci, et j'espère que ça a été bien pour toi aussi. J'ai ensuite pas mal de questions de Pagely qui me demande tu fais quoi comme métier si c'est pas indiscret. Alors je suis graphiste et illustratrice en freelance à mon compte en auto-entrepreneuriat. J'ai lancé ma boîte depuis très peu de temps, hein, c'est-à-dire que j'ai tout créé à partir du mois de janvier 2020 de cette année, qui en plus du coup a été un peu compliqué parce qu'avec le confinement bah, j'ai pas forcément pu contacter les imprimeurs, faire mon stock, etc. J'avais commencé à vous parler de tout ça sur ma chaîne en vous parlant de l'ouverture de ma boutique Etsy, etc. mais tout est un peu stoppé depuis. Là en plus je suis en déplacement jusqu'en septembre, mais je continuerai à vous en parler sur la chaîne et je vous tiendrai au courant de tout ça. Elle ou il me demande ensuite tu travailles pas dans le cinéma
cinéma. Non, je travaille pas dans le cinéma. J'ai bossé pendant un an avec un festival de cinéma sur Toulouse qui s'appelle Ciné Latino. Donc j'ai bossé en tant que service civique pendant un an et après j'ai eu un CDD. Et c'était très cool en fait de voir un peu l'envers du décor, de voir l'organisation d'un festival, de faire partie d'une association, de voir plein de choses auxquelles le public n'a pas accès, de voir les aspects logistiques, enfin énormément de choses. C'était vraiment hyper riche. Ça a été ma seule expérience dans le cinéma. Sinon, on va dire que tout ce qui est métier lié au cinéma, ça m'intéresse pas trop. À une époque, je voulais peut-être devenir une directrice de photographie. J'ai hésité à reprendre des études, mais en fait, dans le cinéma, il y a un aspect qui, moi, je pense, me frustrerait beaucoup et fait que je ne pourrais pas bosser là-dedans. C'est que c'est un art qui est collectif. Je sais que moi, ça me frustrerait parce que je suis quelqu'un qui supporte pas trop de bosser avec d'autres personnes. Par exemple, typiquement pour le TPE au lycée, je m'étais débrouillée pour le faire toute seule. Tellement je supporte pas de bosser avec les autres, n'empêche que j'adore le cinéma, mais y bosser, non. La même personne me demande ensuite depuis quand tu aimes le cinéma. Alors c'est un petit peu cliché comme réponse, mais en fait depuis gamine, tout simplement parce que mes parents sont eux-mêmes assez cinéphiles. Pour la petite anecdote, j'ai failli à quelques heures près naître dans un cinéma, donc ça aurait été quand même beau comme geste symbolique. Par contre, je pense très sincèrement que je me déclare cinéphile uniquement depuis le lycée, en particulier parce que j'ai fait partie d'une option lycéen au cinéma. Donc dans un programme de film, on pouvait aller au cinéma avec nos profs et le lycée, donc déjà dans ce cadre-là, j'ai vraiment découvert énormément de classiques du cinéma et j'ai vraiment commencé à me forger un regard. Et aussi j'avais une prof d'allemand au lycée qui était très cinéphile et qui m'a montré ce que je considère encore aujourd'hui parmi les films les plus marquants que j'ai vus de ma vie. Je pense qu'avant ça je consommais le cinéma un peu comme un divertissement, mais j'ai commencé à m'y intéresser en tant qu'art vraiment à partir de la période du lycée. Et en plus de ça, je faisais l'option lourde histoire de l'art et mine de rien je pense que relier le cinéma à toute l'histoire de l'art en général, ça m'a aussi énormément aidé à l'appréhender en tant qu'art et à tout simplement me rendre cinéphile. Et enfin la dernière question que cette personne me pose, c'est qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma? Et ça c'est une question qui est vraiment très vaste, c'est très compliqué d'y répondre et j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur la question, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma, qu'est-ce que vous recherchez au cinéma. Moi je pense que dans le cinéma, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un art qui est global. C'est-à-dire que dedans on va y retrouver de la musique, on va y retrouver un aspect pictural parce qu'il va y avoir une recherche de l'image, on va y retrouver des aspects liés au théâtre, on va y retrouver des décors, on va y retrouver des costumes, on va y retrouver des dimensions architecturales, on va y retrouver effectivement énormément de la photographie, on va y retrouver par moments des choses qui vont être plus dessinées, par exemple avec le cinéma d'animation, donc qui vont être plus liées au dessin. En plus de ça, moi, les trois formes d'art auxquelles je suis le plus sensible, c'est la musique, c'est l'aspect pictural et en particulier la photographie ou alors la peinture, et c'est le livre en fait, le scénario en fait, on va dire, l'aspect vraiment l'histoire. Et c'est les trois choses qui sont, je trouve, le plus primordial au cinéma et qui font peut-être la fusion de tout ça. Après je pense aussi qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien sur moi, c'est un peu l'illusion du réel. Alors je sais, avec la caverne de Platon, tout ça, il faut vachement se méfier du réel et de l'illusion du réel, de l'image du réel, mais je pense que ce que j'aime beaucoup aussi dans le cinéma, c'est que je pense que c'est un art qui a la capacité de faire changer les choses, de les faire bouger, de faire changer les mentalités, et notamment parce que c'est un art qui peut s'ancrer dans la réalité, qui peut capter de vraies images, qui peut capter du réel, qui peut nous aider à percevoir des choses du réel qu'on ne percevrait pas autrement. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui me touche énormément dans le cinéma, c'est quand le cinéma arrive à être politique, à délivrer des messages, à délivrer des propos, à délivrer un vrai point de vue sur le monde actuel en captant des parties, des fragments et en essayant de restituer un regard particulier par rapport à ces fragments de réel que ça capte. Et enfin, mais ça c'est beaucoup plus personnel, je suis quelqu'un qui a toujours le cerveau à 1000 à l'heure, j'arrive pas à me stopper, j'arrive pas à l'arrêter. En général, quand je regarde des films chez moi, je suis sur mon téléphone, ou alors je dessine en même temps, ou alors je me lève pour aller faire 36 milliards de trucs. Quand je vis l'expérience d'un film au cinéma, je suis 100% dans le film, je suis 100% dans l'instant présent. C'est des moments que je chéris vraiment beaucoup parce que être dans l'instant présent, être uniquement à ce que je fais, c'est quelque chose que je n'arrive jamais à faire dans la vraie vie. Ça c'est aussi un lien personnel avec le cinéma qui fait que c'est vraiment quelque chose qui m'aide presque en fait. Nous avons ensuite plein de questions de
Alexis D, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Je te remercie vraiment énormément pour toutes les questions que tu m'as posées qui en plus sont super intéressantes. Alors la première, coucou Lola, en tant que fan de Disney, j'aimerais savoir quel est le Disney que tu détestes le plus. Alors d'instinct quand j'ai lu cette question, en fait je me suis dit c'est Frozen, la Reine des Neiges. Mais en fait je me suis rendu compte que ce que j'aimais pas dans Frozen, c'est l'aspect qu'il y a autour, c'est-à-dire c'est les fans, c'est le fait qu'on en parle tout le temps, c'est l'aspect médiatique. Et que le film en lui-même me laissait assez indifférente, mais que je ne le détestais pas. Donc j'ai cherché un petit peu plus loin et je me suis souvenue du film Bienvenue chez les Robinson, qui est un film que pourtant j'ai vu, je ne m'en rappelle pas d'une seule seconde. Donc je pense que ça doit être le Disney que je déteste le plus, entre guillemets par défaut, parce que en fait je m'en rappelle pas, et que pour que Disney fasse quelque chose qui soit aussi oubliable et aussi plat, ben voilà, c'est que ça doit être assez détestable. Par contre, celui qui clairement me met le plus en colère, celui que je déteste vraiment profondément et dont j'ai envie de détruire les exemplaires, c'est Pocahontas 2. À la limite, la seule chose qui a à sauver, c'est que l'animation pour une suite, elle est franchement pas trop dégueulasse et il y a même des passages qui sont franchement jolis. Mais en dehors de ça, je déteste ce film, mais vraiment. Et John Smith, c'est parmi mes personnages préférés. Et là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oh, le massacre, le massacre. Je déteste ce film parce qu'il chie sur mon enfance. Voilà. Alexis me demande ensuite, que penses-tu de Taram et le chaudron magique? Personnellement, c'est mon plaisir coupable. Alors, je trouve que c'est pas un plaisir coupable, franchement. Moi, c'est un film avec lequel je n'ai pas grandi. Je l'ai découvert assez tard, il y a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vachement bien. C'est hyper bien ce film et j'aurais adoré le découvrir enfant. Pour moi, c'est un petit peu la définition d'une pépite cinématographique. Une pépite cinématographique, pour moi, c'est un film qui n'est pas forcément parfait, c'est un film qui va avoir des défauts, mais c'est un film qui n'est pas assez connu, qui n'est pas assez mis en avant. Et Taram et le chaudron magique, c'est exactement l'impression que ça m'a fait, parce qu'il y a des passages d'animation qui sont sublimes, l'histoire complètement torturée, elle est hyper intéressante, l'aspect heroic fantasy, il est hyper bien rendu, le méchant, c'est un des meilleurs méchants de tout l'univers Disney. Je suis super contente parce que je crois qu'il fait partie du catalogue Disney+, et il le mérite vraiment. Alors ensuite, il y a la question qui fâche et qui fait que ça va créer une très grande discorde de couple quand Antoine il va voir cette vidéo. Penses-tu que le Roi Lion est surcoté comme l'est la Reine des Neiges à mon goût? Eh bien oui, je pense que le Roi Lion est un film extrêmement surcoté. Alors si jamais vous l'avez pas vu, encore une fois je vous le mets dans le petit i, j'ai fait une vidéo, mon deuxième épisode de 5 bonnes raisons sur le Roi Lion 2, et je conclus cette vidéo en disant qu'en fait je pense que le Roi Lion 2 est meilleur que le 1. Le Roi Lion 1, très honnêtement, bah, si tu le remets dans le contexte des autres films Disney qui sont faits à l'époque, il a rien de très exceptionnel. L'animation elle est pas plus belle, les personnages sont pas mieux écrits. Au contraire même, je trouve que l'écriture des personnages elle laisse souvent à désirer. Je trouve même que sur le fond, politiquement et tout, ça laisse un petit peu à désirer. Il y avait Bolshekik qui avait fait une excellente vidéo sur le sujet et moi j'avoue que j'ai toujours trouvé que ce film était un petit peu puant et réac sur les bords. Moi je peux comprendre l'aspect filtre nostalgique qui fait que bah, forcément quand ça se rattache à l'enfance, il y a toujours quelque chose qui nous rattache à ces films-là particulièrement, mais en fait j'ai jamais eu d'autres explications sur pourquoi le Roi Lion serait particulièrement sublime ou particulièrement meilleur que les autres que le filtre nostalgique. Et du coup bah moi je pense que c'est exactement ça en fait, c'est un film générationnel, moi j'ai pas grandi avec, je l'ai découvert tard et quand je l'ai vu je me suis dit oui bon il a rien de plus que les autres, il est bien, hein. Je dis pas le problème, il est bien mais comme tu dis surcoté quoi. Toujours Alexis qui me demande au niveau des remakes, que penses-tu des adaptations en live action? Alors sur le principe j'ai absolument rien contre. L'idée de passer du format animé au format film, ça peut créer plein de nouvelles possibilités. Ça peut être l'occasion de développer des choses qui n'ont pas été développées dans les dessins animés. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le manque de créativité qu'il y a derrière ces remakes en live action proposés par Disney. Parce que, franchement, honnêtement, à part la Belle et la Bête, que je trouvais franchement pas mal, où il y avait des thématiques qui avaient été développées qui étaient assez intéressantes, bah tu prends Cendrillon, c'est franchement vraiment pas terrible. Tu prends le film Aladdin fait par Guy Ritchie, c'est zéro. Et je trouve qu'on sent trop la formule Disney, un peu comme la formule Marvel, c'est-à-dire qu'on sent trop ce mélange d'humour et d'action, on sent trop cet aspect très fake et très lisse dans l'image, on sent trop les effets spéciaux qui sont là en permanence et tout. Ces remakes ne sont pas faits avec assez d'amour, on dirait qu'il n'y a pas assez de temps de développement qui leur sont accordés, c'est pas fait avec une
une volonté de développer assez de choses pour que ce soit intéressant. Moi ce qui me gonfle le plus en fait derrière tout ça, c'est plus l'hégémonie de Disney, cette espèce de fait qu'ils envahissent le marché de créations qui sont souvent des créations moyennes voire médiocres, et à côté de ça ben ils prennent pas le temps je trouve de développer de nouvelles licences comme par exemple Artemis Fowl, le film, qui est un navet complet par rapport à ce qu'est le bouquin, parce que sinon l'idée de voilà de reprendre des contes existants, de se baser sur les dessins animés, sur les mêmes personnages et de refaire des choses avec ça, pourquoi pas, mais la manière dont c'est fait, ça va pas. Alexis me demande ensuite quels sont mes films DreamWorks et Ghibli préférés. Effectivement, moi j'ai plus tendance à préférer DreamWorks des fois, en tout cas dans la période récente, je préfère les DreamWorks récents aux Disney récents. Alors DreamWorks, moi j'en ai 3 vraiment que j'adore encore plus que les autres. Spirit, les Talons des Plaines, je trouve ce film absolument démentiel, les chansons sont ouf, l'animation elle est trop belle, le mélange de 3D et de 2D fonctionne hyper bien, c'est une histoire complètement originale. Qui eût cru qu'une histoire sur un étalon dans l'ouest américain pendant la conquête des plaines et tout ça allait marcher. Le deuxième que je trouve sublime, qui est peut-être mon préféré de chez DreamWorks, c'est Les 5 légendes. Je saurais même pas vous dire à quel point j'aime ce film. Je me demande si j'avais pas fait une critique à l'époque où il était sorti, parce que oui, je tiens ma chaîne YouTube depuis un petit moment. Alors il y a plein de choses à critiquer dessus, hein, notamment cette espèce d'universalité du mythe de Noël, le fait que ce soit très occidentalo-centré, etc. Il y a plein de choses à critiquer. C'est tellement, je trouve, un film qui fait rêver, qui arrive vraiment à atteindre son objectif. C'est vraiment un des films les plus sublimes que j'ai vu de ma vie. Visuellement, c'est magnifique. Et après, je trouve que la trilogie Dragon, ces films, c'est pareil, je les trouve exceptionnels. À chaque fois que j'y vais les voir, je me disais ça va être moins bien que le précédent, et je trouve que le 2 est meilleur que le 1, et je me demande si j'ai pas trouvé le 3 meilleur que le 2. Je trouve que c'est des films hyper matures qui abordent des thèmes hyper profonds, le deuil, la mort. Je trouve que c'est hyper bien d'avoir un film aussi où le héros grandit en même temps que son public, parce que c'est des films où à chaque fois il y a pas mal de temps qui passe entre chaque production, et moi je pense que gamine j'aurais adoré voir des films comme ça où le héros grandit en même temps que moi. C'est un petit peu l'effet Harry Potter où on avait le même âge que le héros et on a grandi en même temps. C'est exactement ça, je pense que ça peut être un excellent film générationnel, et moi je trouve que cette trilogie est absolument parfaite. Et sur les Ghibli, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je pense que mon préféré de tous c'est Princesse Mononoke, c'est un des premiers que j'ai vu de Miyazaki. Je trouve que c'est son meilleur, le plus dark, le plus beau, avec des thèmes les plus profonds, matures et tout, c'est magnifique visuellement. Bon bref, c'est Miyazaki. J'adore aussi Le Château Ambulant, je suis complètement amoureuse de Haoru. Sinon j'avais adoré Le Conte de la Princesse Kaguya, qui est en plus dans un style d'animation extrêmement particulier, qui change complètement de ce que fait Ghibli d'habitude. C'est sublime, c'est pareil, c'est une légende absolument magnifique, mais c'est d'une tristesse, qu'est-ce que j'ai pleuré. Et un film qui m'a fait encore plus pleurer et que j'adore aussi de chez Ghibli, c'est Les Souvenirs de Marnie. Et moi je suis désolée, hein, mais pour moi c'est une histoire LGBT. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent mais non, mais c'est pas vrai. Moi je suis désolée, j'y vois une histoire d'amour LGBT, laissez-moi voir du lesbianisme si je peux. Il m'a aussi posé la question de quel est le meilleur film d'animation, tous studios confondus. Honnêtement j'ai pas la réponse. Honnêtement, je me suis vraiment creusé la tête, et en fait je trouve que chaque studio d'animation a tellement son style, et ils abordent tellement tous des thèmes différents. Ils ont tellement aussi évolué dans le temps, on peut clairement pas comparer des films d'animation des années 80 avec ce qui se fait aujourd'hui. Si j'étais un petit peu de mauvaise foi, je dirais The Wall, qui est mon film préféré, tout cinéma confondu, que je considère comme étant le plus grand chef-d'œuvre du cinéma, et étant donné qu'il y a des parties en animation à l'intérieur, ça pourrait peut-être compter, mais c'est quand même un petit peu de mauvaise foi, mais sinon franchement j'ai pas la réponse. Il m'a aussi demandé, pour parler des films en live action, quels sont tes films de Spielberg et de Burton préférés et ceux que tu aimes le moins. Alors Spielberg, je suis pas hyper fan de son cinéma, vraiment. J'ai pas encore vu tous ses films, notamment il y a pas mal de classiques que j'ai pas vus, comme La Liste de Schindler, je suis désolée, je sais qu'il faudrait que je le voie un de ces quatre. Rencontre du troisième type que j'ai pas vu non plus, il y a pas mal de ses anciens films que j'ai pas vus. Spielberg en général c'est plutôt un réalisateur qui me laisse assez indifférent. Mon film préféré de lui c'est Le Terminal, parce que je trouve qu'il y a ce truc de la fantaisie du quotidien, de l'absurde du quotidien, c'est à la fois très drôle et tragique, il y a un fond politique, je trouve ça très intéressant. Et celui que j'aime le moins par contre, il n'y a pas à tergiverser, hein, c'est Ready Player One. Je vous en avais peut-être déjà fait une critique, je me rappelle plus, mais oh, quelle catastrophe ce film. J'ai eu l'impression de voir une pub géante de 1h30 où on n'arrêtait pas de me dire achète, consomme, vas-y, regarde, oh, regarde, et on tape sur ta nostalgie, et t'as compris, référence nostalgique, t'as compris, et en plus c'est appuyé, c'est grossier. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire rentrer toute la pop culture en 1h30, c'est bah, je déteste ce film vraiment, je déteste ce qu'il y a derrière ce film, je déteste l'entreprise de ce film, je déteste tout.
Pour Burton c'est assez différent, c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup et qui à une époque faisait même partie de mes réalisateurs préférés. Je sais très bien que mon film préféré de lui, qui fait d'ailleurs partie des meilleurs films que j'ai vus de ma vie, c'est Edward aux mains d'argent. À chaque fois que je vois ce film c'est la même émotion, je trouve que c'est une histoire d'amour sublime, Johnny Depp dans ce rôle il est parfait, il y a ce mélange de gothique, d'amour, de tragique, enfin il y a tout ce que j'aime, il y a aussi le côté parcours de rédemption d'un personnage qui au début est une connasse incarnée par Winona Ryder et qui ensuite se rachète par la suite. Enfin, je me le refais à peu près une fois par an aux périodes de Noël, je trouve que c'est un film qui s'adapte très bien à cette période-là. J'ai beaucoup aimé Ed Wood aussi. Ed Wood ça fait partie des films les moins connus, les moins estimés de la carrière de Tim Burton et je trouve pourtant que c'est un des plus intéressants, notamment avec le mythe de l'artiste maudit qui est quelque chose qui tient énormément à Tim Burton et je trouve que là-dedans ça trouve son paroxysme. Le Burton que j'aime le moins, bon alors déjà un petit peu tous les Burton récents, hein. Même Miss Peregrine et les enfants particuliers que beaucoup de personnes avaient aimé, moi j'ai trouvé ça navetté au petit. Un de ceux que j'aime le moins qui est pourtant populaire c'est Big Fish. Je déteste les personnages, je les trouve très antipathiques. Je déteste le fait que tout le film soit basé autour du mensonge. Moi j'ai un rapport maladif avec le mensonge, je déteste ce genre de truc et je trouve que vraiment le personnage du père c'est un gros connard en fait. J'ai aucune empathie pour ce mec, c'est juste le mec le plus toxique au monde. Je trouve que c'est exactement ça en fait, c'est la romantisation d'une relation hyper toxique entre un père et son fils. Et pourtant à l'intérieur il y a Jessica Lange qui est un de mes plus gros crush cinématographique au monde. Je trouve cette actrice absolument magnifique et j'adore cette meuf, mais même ça rattrape pas le film quoi. Et un de ceux que je déteste le plus aussi que j'ai vu il y a pas très longtemps c'est Dark Shadows. Je sais même pas quoi vous raconter dessus tellement je trouve que ce film est vide, c'est même pas visuellement sublime, les personnages sont inintéressants, Johnny Depp il en fait des c'est insupportable, c'est pas drôle, c'est même assez gênant des fois à regarder, t'as un peu le mal au ventre de la gêne, tu sais, quand tu regardes un truc et tu sais que t'as honte. Et enfin la dernière question qu'il m'a posée, quelle est ta comédie classique? Quelle est ta comédie, française préférée? Bah moi je tape carrément dans le classique, hein. J'ai des goûts très consensuels là-dessus. Moi je trouve que la meilleure c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a toutes les répliques qui sont devenues cultes, c'est hyper drôle, en plus de ça c'est très intelligemment fait, il y a plein de détails qui ont été réfléchis et pensés quand tu re-regardes les choses, notamment ce qui se passe dans le fond du film, t'as énormément de détails à fouiller, c'est un film qui mérite qu'on le revisionne plusieurs fois. Et je vous conseille aussi, si jamais vous avez la version DVD ou la version Blu-ray, de le regarder avec les commentaires audio de Alain Chabat, c'est absolument hilarant. Ça donne encore plus une nouvelle dimension au film et en plus de ça vous allez apprendre plein de petites anecdotes qui donnent encore plus de saveur et de croustillant à l'ensemble. Mais vraiment, voilà, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, la base. Ensuite, nous avons mon très bel amoureux Antoine qui me demande un petit top 5, top 3 rapide des meilleurs films français depuis 2015 pour rappeler aux gens que le cinéma français c'est autre chose que les tuches et qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu. Ça va, c'est pas trop à charge comme commentaire, hein, je sens un petit peu de rancœur là, je sais pas pourquoi, non. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une liste sur Captain Watch de ce que j'estime être les meilleurs films français post-2010, donc je vous mets ça dans la barre d'infos. Je vous assure que ça a été un crève-cœur de choisir uniquement 5 films. Alors ça prend aussi en compte bien évidemment uniquement le film que j'ai vu, hein. Il y a forcément des pépites qui me sont passées sous le nez. Mais si je devais donner un top 5 des meilleurs films sortis après 2015 français, ça serait Petit Paysan, Au revoir là-haut, Le Chant du Loup, L'heure de la sortie, et Portrait de la jeune fille en feu. Et allez, parce que je triche un petit peu et que c'est ma vidéo, je mettrai aussi Tous les dieux du ciel. Je vous parlais tout à l'heure de pépites cinématographiques, je trouve que Tous les dieux du ciel c'est une pépite cinématographique du cinéma français qui n'est sorti que dans 15 salles en France et à chaque fois que j'ai moyen de parler de ce film, je le fais parce que c'est un film qui mérite du soutien. Nous avons ensuite Lola Solepsia qui me demande qu'est-ce que tu penses du film Insaisissable avec un petit cœur avec marqué pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a quelques années, lors de la sortie du film Insaisissable, nous avions cette chère amie qui s'appelle Lola qui avait posté un statut sur Facebook en disant « Waouh, je viens de me prendre une claque cinématographique, je viens de voir un vrai chef-d'œuvre » et on avait continué à en parler avec elle et elle disait « Mais vraiment, waouh, moi je trouve que c'est du niveau de Christopher Nolan, je comprends pas pourquoi les gens en parlent pas plus et tout. » Et quand on est arrivé à Nancy, il n'était diffusé que plus que dans un seul cinéma, le Kinopolis, qui en plus était à l'autre bout de la ville. On s'est tapé 45 minutes de marche, le retour sous la pluie pour pouvoir y aller. On se tape des places tarif réduit à 11,50 €, je vous jure que c'était le tarif réduit. Tout ça pour voir un des films les plus oubliables, un des films les plus prétentieux, vraiment un truc mais
basique, voire même à la limite du navet. J'ai un petit passif avec ce film qui fait que non seulement il y a le contexte qui fait que je déteste ce film, en plus du fait que le film soit vraiment pas terrible. Mais c'est sans rancune ma belle, t'inquiète pas, je te rendrai l'appareil et je t'emmènerai voir un navet moi aussi. Ensuite il y a Cyril de En mal d'horreur qui m'a demandé quel est ton avis général sur la filmographie de Quentin Tarantino. Tarantino, c'est un réalisateur avec lequel j'ai une relation très particulière et très compliquée. Pendant très longtemps, ça a été un de mes réalisateurs préférés et je pense que j'aime toujours autant sa première partie de carrière, jusqu'à Inglourious Bastard. Je trouve que c'est vraiment du cinéma très intéressant, cette idée en fait de démocratiser, de mettre sur le grand écran des choses qui jusque-là étaient considérées comme du cinéma qui n'était pas noble. Mais depuis en fait, à partir de Django, je m'emmerde devant ce film, et je m'emmerde vraiment profondément. Je trouve que le rythme est lent, je trouve que à force de faire ces fameux dialogues interminables et un petit peu absurdes à la Tarantino, je trouve que là il tombe dans le caricatural. Je trouve que maintenant il est arrivé un petit peu au bout de ses références. Je trouve qu'en plus, de plus en plus, il tombe dans une espèce de nostalgie d'un cinéma et d'un temps d'antan un peu fantasmé qui est à la limite du réactionnaire, à la limite. Et je me demande si tout ça c'est pas dû aussi à la mort de Sally Menke, qui était sa monteuse jusqu'à Inglourious Bastard. Dans le montage il y avait quelque chose d'assez radical et qui venait dynamiser quelque chose qui était assez lent. Je trouve que depuis qu'elle est décédée, on sent la différence à mort dans le montage, qui du coup prend beaucoup plus son temps, mais sur des choses qui sont plus lentes et qui ne viennent pas compenser la chianteur entre guillemets du contenu. Et Cyril de En mal d'horreur me demande aussi quel est mon top 3 des films d'horreur. Alors déjà un top 3, je te hais, c'est inhumain de demander de choisir uniquement 3 films. Mais si je devais garder uniquement 3 films d'horreur qui m'ont en tout cas le plus marqué, je pense que ce serait Rec. Je trouve que son utilisation du found footage, qui a déjà démocratisé le genre, et son utilisation est hyper intelligente. C'est le premier film de ma vie où j'ai pleuré, où j'ai crié de peur tellement j'étais mal. Je dirais aussi La Malédiction, pareil, parce que c'est un classique qui encore maintenant continue d'influencer le cinéma d'horreur. C'est un classique qui n'a pas pris une seule ride. Il y a vraiment une atmosphère dans ce film qui est malsaine, qui est oppressante. La bande son de Jerry Goldsmith, elle est absolument parfaite, et je trouve qu'il y a peu de films qui ont dépassé La Malédiction en fait. Et enfin bien évidemment le dernier film d'horreur que je considère comme étant ultime, c'est It Follows, déjà parce que ça fait partie de mes films préférés tout court, et j'adore ce film parce que je trouve que vraiment il crée un renouveau du cinéma d'horreur. Je trouve qu'il donne un second souffle, et puis surtout c'est un film d'horreur qui fait très peur, et je trouve que parmi les films contemporains il y a peu de films d'horreur qui font vraiment peur. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre top 3 de vos films d'horreur préférés, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Ensuite, nous avons Elise Mahogany qui me demande quels sont les peintres qui t'inspirent le plus. Je suis très peintre romantique déjà, donc tout ce qui va être les basiques, Turner, Corot, Gaspard Friedrich fait partie vraiment de ceux qui m'ont le plus inspiré, je pense. Turner, je trouve surtout qu'il a un sens de la lumière et de la déformation qui est magnifique. Sinon, dans les grands basiques aussi qui font partie de mes peintres préférés, il y a Courbet, Gustave Courbet. Je pense d'ailleurs que c'est encore à l'heure actuelle mon peintre préféré. Courbet, c'est un mec que j'adore non seulement pour ce qu'il représente, mais aussi pour la manière dont il le représente, parce que c'est un mec qui a vraiment utilisé les codes du romantisme, des choses qui étaient plutôt utilisées dans le romantisme pour mettre en avant l'exacerbation des sentiments, et bien là il l'a mis au service du peuple, parce que son idée c'était de mettre en avant des sujets qui n'étaient pas nobles, et en plus d'utiliser de très grands formats pour parler de choses qui n'étaient absolument pas nobles. Évidemment il y a aussi le portrait très féministe qui est l'origine du monde. J'adore ce tableau, j'adore ce que ça représente, j'adore le scandale que ça a fait, j'adore le scandale que ça continue à faire d'ailleurs. Je suis aussi très fan de ce que fait Francis Bacon, et en particulier son portrait du pape. Moi cette peinture de Bacon, elle est à la fois effrayante, elle est à la fois douloureuse, elle est à la fois fascinante, et je trouve en plus que les couleurs utilisées sont absolument sublimes, ce mélange de violet, de jaune et de noir, c'est très beau. C'est difficile de parler de pourquoi on aime une peinture. Moi je suis très habituée avec une analyse d'histoire des arts à parler des dimensions, des formats, des couleurs, des procédés de peinture, etc. Mais parler de pourquoi j'aime profondément la peinture, mettre des mots sur les sentiments que ça me procure, c'est compliqué. Un autre peintre que j'adore, c'est bien évidemment Munch, que j'ai eu la chance en plus de pouvoir aller voir au musée national d'Oslo quand j'y suis allée. Après moi je suis très peu peinture classique, les pompiers j'aime pas trop, peinture de la Renaissance ça me touche pas du tout, les peintres classiques ça me touche pas du tout, je suis très peu peinture figurative avec
des sujets religieux ou avec des sujets antiques, ce genre de trucs, pas du tout. J'aime beaucoup tout ce qui est de l'art de l'icône, ça c'est quelque chose qui me touche énormément. J'adore évidemment, ça me paraît évident, les fresques égyptiennes, hein, étant donné que je fascine tout le monde avec l'Égypte en permanence. Et sinon j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être un petit peu plus graphique, donc fait avec de la mine de plomb, du graphite ou de l'encre de Chine. J'adore par exemple les réalisations de Victor Hugo, je trouve qu'il avait une maîtrise de l'encre de Chine absolument sublime, avec des paysages démontés, et toujours une manière d'exprimer des grands paysages qui sont censés représenter l'état intérieur du personnage. Bon, moi c'est des choses qui me touchent beaucoup. J'aime aussi beaucoup ce que fait Odilon Redon avec de la mine de plomb, on est plus sur quelque chose de symboliste qui va aller taper dans l'univers des rêves et je trouve qu'il a une maîtrise des ombrés qui est très très belle et je suis aussi assez touchée par ce qu'il fait. J'y connais pas grand chose en peinture abstraite et en peinture contemporaine de manière générale, je m'y connais très très peu. Dans tout ce qui va être art contemporain, moi je préfère tout ce qui est l'installation. J'adore par exemple Céleste Boursier-Mougenot, j'adore Claude Lévesque. J'aime aussi beaucoup ce que fait Pierre Ardouvain, donc ce genre de choses ça me touche énormément. Elle me demande aussi quel est ton dernier album métal coup de cœur. Du coup bah j'y ai déjà plus ou moins répondu en haut, mais il s'agit de l'album de And Oceans. Quelle est ta dernière surprise ciné de ces 3 derniers mois? Alors c'est un petit peu compliqué étant donné que ces 3 derniers mois avec le confinement bah je suis pas allée au cinéma. Ma dernière meilleure surprise d'avant le confinement c'était le film La Llorona de Jairo Bustamante. Je vous prépare d'ailleurs un nouveau format de vidéo spécial pour pouvoir inaugurer et que je vais inaugurer avec La Llorona. C'est sublime, c'est un film qui va frôler avec le cinéma de genre, on a des influences qui sont fantastiques, un peu oniriques, c'est très politique, c'est magnifique, oh, mais c'est un des films les plus beaux que j'ai vu sur le plan visuel, c'est hyper rigoureux, les acteurs sont géniaux. De toute façon ce mec je l'ai découvert l'année dernière avec Tremblement, j'ai déjà pris une claque, là La Llorona ça vient encore de monter un cran, je pense que ce mec risque de finir dans pas très longtemps dans mes réalisateurs préférés. Et sinon un des films qui m'a le plus surpris que j'ai vu pendant le confinement c'est le film Mute sur Netflix. C'est un film qui est réalisé par le mec qui avait fait Moon, qui est aussi le mec qui a fait Warcraft, évidemment Duncan Jones il me semble. Et là Mute, ben écoutez c'est un film qui paye pas de mine et en fait c'est un film où les personnages sont hyper intelligents, les personnages sont hyper attachants, c'est un film qui apporte plein de sujets, visuellement c'est super beau, c'est très Blade Runner, hein, voilà, ça invente pas grand chose visuellement mais c'est hyper bien fait et ça essaye quand même d'avoir un petit peu des audaces visuelles. Vraiment une excellente surprise, je m'attendais pas du tout à ça, je voulais juste un film en fond sonore pour... j'étais en train de faire de la chasse au shiny sur Pokémon, vraiment excellent, je vous le conseille. Et Elise aussi me demande, et côté perso, comment ça va? Bah écoute ça va, franchement bah moi je suis un peu en train de vivre ma meilleure vie en fait, j'ai pas de pression financière parce que j'ai mes parents qui continuent à m'aider, je suis en train de monter ma boîte pour vivre de ma passion, j'ai des commandes qui sont tombées, j'ai ma chaîne YouTube qui grandit de jour en jour, je commence à avoir une communauté qui me suit, alors certes je fais peu de vues, certes pour l'instant je vis pas encore de mon travail, moi j'avance à mon rythme et moi ça me va bien et voilà, moi ça va très bien.